Voilà, Jean-Charles Larsonneur, député de Brest, membre de la commission de la Défense, spécialement intéressé aux questions d'équipement des forces et de dissuasion. Et en tant que député brestois pur beurre et donc maritime par vocation, intéressé à différents sujets, beaucoup les énergies marines renouvelables, mais aussi, et c'est ce qui m'a mobilisé ces derniers mois, ces dernières semaines de manière singulière, la question du Brexit et la question de l'adaptation de nos ports, évidemment bretons, mais de la façade de la Manche en général, et même français au sens large, à la question du Brexit. Je me suis rendu la semaine dernière avec la ministre Elisabeth Borne, la ministre des Transports, mais également avec donc l'ensemble des acteurs, Union des ports de France, région bien évidemment, armateurs, CCI et ensemble des acteurs économiques, collectivités territoriales quelles qu'elles soient, pour aller porter, je dirais, une offre de service de la part des ports français auprès de nos homologues irlandais et leur dire que nous sommes prêts à accueillir notamment leurs flux commerciaux à l'horizon du Brexit. Bon. Cette question du Brexit, un mémorandum d'entente a été signé à cette occasion pour pérenniser nos liens qui auront vocation d'ailleurs à être renouvelés à travers différentes séries de rencontres pour renforcer les liens pour les liaisons maritimes entre l'Irlande et le continent. Alors, cette question du Brexit pose deux questions. Une question qui est une question, je dirais, d'urgence, au regard des échéances, notamment de mars 2019, qu'il y ait deal ou no deal, nos ports devront s'adapter, et cela représentera un coût important à différents niveaux pour nos infrastructures portuaires, pour les services douaniers, bien sûr, et plus encore sans doute pour les services vétérinaires, pour tout ce qui est contrôle vétérinaire et contrôle SPS, sanitaire et phytosanitaire. On l'a évalué ce coût ? C'est un coût qui est important, alors évidemment qui dépend beaucoup de la taille des ports et du niveau d'infrastructures qui sont présentes. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra deux filières, si vous voulez. Une filière UK, quel que soit le niveau de Brexit, plus ou moins dur, et une filière classique UE. Donc on va déjà doubler le niveau d'installation. Alors, de ce point de vue, il y a une urgence qui est d'obtenir des fonds européens dans le cadre d'un règlement au nom un peu barbare de MIE, pour mécanisme d'interconnexion européen, qui dispose encore à ce stade de financement et que nous essayons de flécher. Nous nous battons pour ça, je dirais, avec toute la filière. Ça va des collectivités territoriales jusqu'à nos parlementaires européens et demain en Conseil à travers la ministre des Transports et ses homologues européens pour flécher ces fonds du MIE vers les ports, français en particulier, parce que ce seront les premiers, enfin ils seront en première ligne avec les ports irlandais pour répondre à ces nouveaux défis de frontières posés par le Brexit. Puis il y a un deuxième volet, mais c'est pour lancer la discussion, sur l'inscription de nos ports dans les corridors européens pour obtenir à terme effectivement un niveau de subvention qui nous permette de développer des plateformes multimodales, un Interland, et inscrire les ports français, bretons et de la façade littorale, au sens large, dans un ensemble, un système de connexion à la hauteur qui soit une alternative aussi à des ports qui, eux, n'ont plus rien à prouver, comme Anvers, Rotterdam ou Zeebrugge. Merci. On va passer aux questions de la salle. Alors, questions, réactions par rapport à ce que vous avez entendu. Si vous souhaitez un micro, vous levez la main pour qu'on puisse... Oui, madame. Alors, est-ce qu'il y a une hôtesse avec un micro? Non. Si. Allô, bonjour. Anne Lepelletier-Marc de l'Association française du gaz. Oui. Donc, mon collègue Alain Giacosa, directeur de la plateforme GNL, n'a pas pu venir assister à votre table ronde parce qu'il est lui-même occupé à une autre table ronde. Mais il voulait traduire remercier, dire de la manière dont il a été écouté par l'équipe de Madame Vannenacle et puis le GNL le suramortissement. Ça, c'est une très bonne chose pour les armateurs et pour le GNL. Et je redis que le GNL est quand même une des bonnes solutions pour résoudre en particulier les problèmes de soufre imposés par l'OM.
Voilà. Donc Merci. c'est pas vraiment une question, c'est plutôt C'est une réaction positive. 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 Alors, autre, levez la main. Oui. Monsieur. Je vais me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Madame de la Juste Linière Evolène. Donc Evolène, certains le savent, représente l'industrie du pétrole, du gaz et des énergies marines renouvelables. Sur le GNL, je vais profiter que nos représentants politiques soient là. La grande inquiétude aujourd'hui est d'en voir le virage. Le virage national, on n'a strictement rien à ce jour pour distribuer dans 2 ans du GNL dans nos ports. Le virage a été pris par nos amis espagnols qui ont les dispositions idoines pour distribuer. Il a été pris de l'autre côté par nos amis italiens. La France n'a pas bougé. On sait où sont les enjeux. Ma question est simple. Qu'est-ce que le gouvernement est prêt à faire en subvention pour aider celui qui fera le premier bateau souteur? Alors, question adressée évidemment à Sophie Panonacle. Oui. Écoutez, je crois que dans le cadre de ce PLF, nous avons quand même fait un grand pas en avant par rapport au suramortissement donc, pour les futurs bateaux au GNL. Donc c'est déjà quand même de la part du gouvernement un signe fort. Comme vous dites, ce n'est pas fini. Nous travaillerons cette année et en espérant dans le cadre du prochain PLF avoir sans doute d'autres subventions. Après, nous travaillons également avec les ports et je crois que les ports doivent également s'investir, mais ce qui est déjà le cas, hein, pour mettre en place cette transition énergétique. Sachant qu'aujourd'hui, on parle bien du GNL en tant que transition énergétique. On sait très bien que ce n'est pas une énergie propre à 100%. On sait très bien que cela va durer un certain nombre d'années et qu'on doit ensuite passer à autre chose. Alors attention à peut-être pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Cette transition, j'y suis à 200%, mais après le GNL, il doit y avoir autre chose. On parle aujourd'hui d'hydrogène peut-être, notre ami Yves Parlier parle de simplement réutiliser la voile, et pourquoi pas, il y a d'autres solutions. Donc le GNL, c'est formidable, mais je crois qu'il faut dès maintenant travailler à la suite. Autre question. Non. Pardon, permettez-moi de rebondir sur l'hydrogène. Sachez quand même que la France est en train de construire, non pas le premier, parce que le premier était un prototype petit, mais sur la Vendée, le premier bateau qui va desservir les fermes éoliennes du nord de l'Europe et qui va marcher à l'hydrogène. Ce bateau, qui est en construction, sortira des chantiers de Vendée, je crois, début juin prochain. Alors le pas est déjà pris, mais vous savez que s'il faut un bateau souteur, c'est 25 ans d'amortissement. Mais je réitère les enjeux. Hein. Si je suis armateur, je ne vais pas venir dans les ports français si je ne peux pas faire le plein de gaz. Donc les 3, 5 ou 6 000 passagers touristes ne vont pas être déversés dans nos villes pour aller faire des achats, des visites et autres. Les enjeux sont là, hein, et les armateurs se posent des questions et souhaitent venir en France, mais il y a cette problématique. Même si les ports ont fait de gros efforts en disant si vous venez chez nous faire le plein de gaz, vous paierez moins cher les droits de quai. On sait tous ces progrès-là. On continue à travailler dessus. Il y a déjà des bateaux souterres en cours de construction au GNL. Donc continuons effectivement ce travail. Mais nous pourrons en reparler, si vous le souhaitez, tous les deux, lors d'un mercredi à l'Assemblée nationale. Et nous sommes preneurs de vos bonnes idées pour aller plus loin, effectivement. Bien. Alors, pas d'autres... écoutez... Simplement vous remercier. Un petit mot de conclusion, peut-être chacun. Vous remercie. Alors effectivement, c'est vraiment de l'innovation, recevoir les députés en groupe sur votre plateau. L'année prochaine, peut-être qu'il y aura encore plus de monde. Hein. C'était la première, il fallait lancer, donc on essuie un peu les plâtres. En tout cas, on est ravis. C'est un véritable honneur pour nous d'être parmi vous aujourd'hui et un vrai plaisir. Donc on vous dit sans doute à l'année prochaine. Stéphane Claireau. Oui, merci. Donc je le disais tout à l'heure, nous sommes très heureux d'être là et de discuter avec toutes les personnalités du monde maritime. En ce qui concerne l'outre-mer, c'était important qu'on soit là. L'outre-mer est très important en ce qui concerne les ambitions
maritime de la France. D'ailleurs, ça a été soulevé ce matin par le ministre François de Rugy. Et justement, donc, nous faisons partie de la France, nous sommes une force qu'on nous utilise et qu'on nous aide aussi à prendre notre place dans nos bassins maritimes. Pas vraiment oublier, mais en tout cas qu'on nous épaule à prendre notre place, la place qui est la nôtre dans nos bassins maritimes. Jean-Charles Arseneur. S'agissant des questions européennes et de Brexit, continuons à porter, comme nous avons su le faire ces derniers mois, l'équipe de France unie. C'est un message important parce que trop souvent, par le passé, les ports français, parfois, se sont fait concurrence ou n'ont pas réussi à coordonner leurs actions. Je constate aujourd'hui une vraie convergence de vues dans un contexte difficile où nous devrons nous battre ensemble. Donc continuons à porter ce message ensemble. Et pour tout le reste des sujets maritimes qui nous passionnent, députés intéressés aux questions maritimes, eh bien, vous êtes les bienvenus à nous solliciter. Alors certes dans le cadre des rencontres du mercredi à l'Assemblée, mais aussi dans n'importe quel autre cadre. N'hésitez pas à faire appel à nous. Nous sommes à votre écoute. Et merci encore pour votre écoute et vos questions. Voilà, et je précise que cet après-midi, il y aura une table qui sera consacrée évidemment à cette problématique du Brexit.